Je lui dirais de faire attention, de pas aller là où c'est évident. L'évidence à Marseille, en général, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux prendre conseil, demander justement si on va prendre un café, au gars du café, dans quel resto ce serait sympa d'aller déjeuner. Parce que tout ce qui va être évident va pas forcément être super sympa, alors qu'il y a plein d'endroits cachés, plein de petites recommandations qui sont sympas. Et oui, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur les locaux pour avoir une expérience qualitative à Marseille. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je m'appelle Noé, je suis la créatrice de Mère, la marque de bijoux. Où est-ce que tu es née et as grandi ? Je suis née dans le 93 et j'ai déménagé à Marseille lorsque j'avais 9 ans. Donc j'ai grandi à moitié dans la grisaille parisienne et à moitié sous le soleil marseillais. Quel est ton premier souvenir de Marseille ? Quand je suis arrivée à Marseille, c'était pendant l'été de mes 9 ans. J'allais rentrer en CM2 à la rentrée et on était, je pense, en juillet et j'avais pas d'amis. Donc du coup, je passais mes journées d'été sous l'immeuble où j'habitais, assise, à regarder dehors les enfants jouer et je me rappelle de l'odeur du soleil sur le bitume. Ça chauffait tellement fort qu'il y avait cette odeur presque de béton fondant et je trouvais ça fou. Ça me fascinait. Pourquoi tu as déménagé à Marseille ? Et j'ai déménagé à Marseille. Donc, en fait, mes parents étaient moniteurs de plongée, mais associatifs, dans le milieu associatif. Et on a toujours passé nos étés dans le sud de la France, soit à Saint-Raphaël, soit à Porquerolles l'été, souvent. Donc, on a aussi passé beaucoup de temps à Marseille. Et dès qu'ils ont eu l'opportunité professionnelle, ils sont descendus à Marseille. Et donc, on est arrivé à Marseille pour cette raison. Ouais. Quel est ton métier ? Et je suis joaillière. Et créatrice du coup de bijoux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours et comment tu es devenue joaillière ? J'ai un parcours éclectique. J'ai commencé par étudier les langues étrangères. Ensuite, j'ai étudié les sciences sociales, donc la communication. Et j'ai vécu au Chili. J'ai démarré ma vie professionnelle au Chili. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas très épanouie dans mon travail. Et j'ai toujours beaucoup aimé le bijou et j'ai rencontré un artisan bijoutier au Chili que je voyais en fait tous les samedis en allant faire du lèche-vitrine devant son atelier qui m'a gentiment proposé en fait de venir l'aider le samedi pour mettre la main à la tâche et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et petit à petit j'ai démissionné de mon travail pour commencer à l'aider. En parallèle, évidemment, j'avais des jobs alimentaires et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai commencé à travailler avec ce monsieur et j'ai commencé à dessiner quelques pièces, très maladroitement. Il m'a aussi posé beaucoup de questions pour un peu m'orienter et du coup, les toutes premières pièces Mère, c'est lui qui les a faites. Et puis petit à petit, je me suis dit que moi, ça me suffisait pas de juste mettre en valeur ce travail. J'avais envie de faire moi-même et d'apprendre à faire. Quel est l'univers de Mère ? Mère, comme son nom l'indique, a un lien très fort avec la mer. L'idée, c'est de réconcilier l'humain et la nature, ou en tout cas l'environnement marin dans mes créations. J'ai eu envie dès le début de produire de manière raisonnée, d'utiliser des métaux précieux recyclés. Mais il y a aussi cette volonté dans le design de mettre en valeur des éléments de la mer, tout en apportant justement cette touche
humaine ou ce côté fait à la main. Et du coup, dans mon design, il y a un mélange de peut-être du brutalisme de l'homme et de la beauté organique de la nature. Dès le début de Mermer, j'ai eu à cœur d'avoir le minimum d'impact, évidemment. L'impact zéro, ce serait de ne pas faire de bijoux. Donc ça, je l'ai vite compris. Ça va pas être possible pour moi. Mais donc, évidemment, production raisonnée, etc. Et le point important, c'est que je travaille qu'avec de l'argent que je revalorise. Donc, c'est des bijoux anciens qui sont cassés, qui sont voués à être fondus et qui vont être réutilisés pour refaire des nouveaux bijoux. Ça permet d'éviter de l'extraction, qui est très polluante. Et c'est pour moi une évidence, donc c'est pas quelque chose de différenciant, c'est ce que tout le monde devrait faire et j'ai l'impression que c'est ce vers quoi tout le monde se dirige aussi, donc c'est très bien. Est-ce que tu as une pièce phare ? Je dirais que peut-être la pièce qu'on connaît le mieux de Mermer, c'est la bague d'Elvis. Et l'idée, ou en tout cas le processus créatif sur cette pièce-là, c'est que lorsque je rentre à Marseille, je reviens m'installer à Marseille, j'ai envie de rendre hommage à cette ville que j'adore. Et je réfléchis à comment, justement, dans un bijou, rendre hommage à ma ville. Et en fait, je me rappelle du mythe de la fondation de la ville de Marseille, qui est le mariage entre Gyptis et Protis. Donc Gyptis, c'est une princesse celte, et Protis, un navigateur phocéen. Donc Protis navigue sur les bords de la Méditerranée pour trouver des endroits où établir des liens de commerce et d'échange. Et il rentre donc dans le Lacidon, le vieux port actuel, et il cherche à faire du commerce du coup avec le peuple local. Il rencontre le père de Gyptis et il lui propose d'établir un port de commerce. Et le père de Gyptis lui dit qu'ils parleront business plus tard, puisqu'en ce moment, c'est les noces de sa fille. Et donc, il invite ces deux navigateurs au mariage. Et la tradition veut que la princesse choisisse parmi une table de potentiels fiancés, donc des hommes célibataires, qui sera son futur époux. Et donc, Gyptis choisit Protis. Et donc, par l'acte d'une femme, ce que je trouvais fou, qu'on choisisse un mythe aussi féministe, on va fonder la ville de Marseille. Elle choisit aussi de se marier à un étranger, donc ça crée déjà cet ancrage multiculturel. Et à la différence de plein d'autres villes méditerranéennes qui sont des prises guerrière, la ville de Marseille est fondée sur un acte d'amour. Donc je trouvais que c'était un mythe qui était hyper fort. Et je me suis dit, ce serait trop bien de le concrétiser dans un bijou. Et donc du coup, j'ai voulu réfléchir au bijou d'apparat du mariage de Gyptis et Protis. Et dans la bijouterie traditionnelle, on a le bijou Toi et moi, qui est la bague de fiançailles traditionnelle. On a deux pierres qui se font face et le corps de bague pour représenter l'union des deux époux. Du coup, j'ai réfléchi à comment réinterpréter ce bijou avec ses inspirations. Et je me suis dit que ces petites têtes de dauphins fonctionnerait parfaitement puisque notre ville est protégée par Poséidon, qui est le dieu de la mer et qui est représenté par des dauphins. Les dauphins, c'est des animaux qui protègent les marins. Donc, il y a tout cet imaginaire que je trouvais intéressant autour de cet animal. Et la représentation que j'ai fait en sculptant de la cire, elle est un petit peu empreinte de mythologie, puisque c'est pas littéralement la tête d'un dauphin, c'est plus la représentation qu'on peut avoir du dauphin à l'époque sur des gravures. Et ensuite, le corps de bague torsadé pour l'inspiration celte et ces bijoux qui sont ouverts. Donc, il y a vraiment le mélange des deux dans cette bague-là. Et ensuite, pour les pierres, en fait, qu'on peut mettre sur cette bague, c'est des couleurs qui sont assez pop. En joaillerie, on utilise très souvent le saphir, le rubis, l'émeraude. Et je propose aussi du coup du péridot. C'est un vert qui est plus clair, plus pomme, la tourmaline rose, plus layette, le bleu topaz très clair. Donc ça lui donne un côté aussi très contemporain. Je pense que c'est pour ça qu'elle plaît bien en fait cette bague. Ces bijoux, ils sont unisexes ? Oui. C'est ça. J'essaye de créer des bijoux qui puissent être portés autant par un homme qu'une femme. J'essaye de démocratiser, c'est un grand mot, mais
j'ai envie que si un petit garçon rentre dans la boutique et qu'il a un coup de cœur sur un bijou, il n'y ait aucun sujet, ça puisse être totalement normal, et je trouve que c'est totalement normal. C'est tout à fait culturel, l'usage du bijou. Donc la bague d'Elphys, par exemple, qui a des pierres, c'est vrai que c'est moins courant qu'elle soit portée par un homme, mais j'ai aussi des garçons qui la portent et ça leur va très bien. Donc c'est juste une question d'usage et d'habitude. Et effectivement, moi, j'en fais pas. J'en fais un critère dans ma création, puisque je peux aimer aussi les bijoux très fins. Mais évidemment, je trouve ça moins saillant, peut-être sur la main d'un homme, un bijou extrêmement fin. Donc j'essaye toujours de trouver dans le design l'équilibre entre quelque chose qui puisse être porté par tout le monde et qui puisse plaire à tout le monde. Et moi-même, quand j'étais plus jeune, cette définition du genre, elle était assez floue, parce que j'avais envie d'aller vers des choses peut-être plus fortes, plus grosses, qu'on nomme plus masculines, et je comprenais pas pourquoi c'était pas censé être féminin ou joli. Et donc c'est pour ça que dans le design des bijoux Mermer, j'essaye de trouver justement cette zone grise qui convient à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers tes bijoux ? La création d'un bijou, c'est la volonté de transmettre une émotion. Offrir ou s'offrir un bijou, c'est toujours un moment un peu spécial, et c'est vrai que moi, ça me donne évidemment beaucoup de bonheur de voir que quelqu'un peut adopter un bijou, le porter, l'offrir. Et l'idée à travers Mermer, c'est aussi de faire... de sensibiliser peut-être à cette protection de la mer, à cette conscience des autres, de l'environnement. Et j'ai l'impression, à travers les années, d'avoir créé justement, et je le vois reflété dans les personnes qui sont sensibles à mon travail, justement cette sensibilité, ce côté faire attention, protéger. Donc c'est assez, il y a quelque chose d'assez maternel, comme dans le nom même, quoi. Justement, ce nom, d'où il vient ? Et donc Mermer, le nom, c'est mer Méditerranée et mer de maman. Et je l'ai pas inventé, c'est une super idée, mais elle n'est pas de moi. C'est un écrivain qui s'appelle Hugo Verlhomme, qui a écrit toute sa vie sur les sujets qui tournent autour de la mer et du slow living. Donc c'est un monsieur qui a peut-être 70 ans aujourd'hui, qui habite à Cap-Breton, sur la côte atlantique, que j'ai rencontré grâce à Mermer. Et il se trouve que mes parents étaient fans de ce livre. Et donc, quand j'étais petite, et on nous a évidemment beaucoup parlé de ce livre, je l'ai lu, et c'est une dystopie, un monde dans lequel il y a un désastre écologique, donc c'est très contemporain finalement, mais c'est écrit dans les années 70, 80. Et des humains se modifient génétiquement pour pouvoir vivre sous l'eau en harmonie avec les mammifères marins. Et ces humains-là sont appelés les Noé. Donc mes parents m'ont appelé Noé ou Noémie si j'étais une fille, parce que mère. Finalement, moi j'ai gardé Noé parce que je préfère, parce qu'ils n'ont pas osé pour une fille Noémie, mais je me suis toujours fait appeler Noé. Et donc, la racine de toute cette histoire, c'est finalement l'amour de la mère de mes parents et ce livre. Et quand j'ai créé du coup Mermer et que j'ai déposé la marque, effectivement, j'ai rencontré Hugo Verlhomme, qui a été hyper soutenant, très sensible à ma démarche, qui du coup a aussi offert certaines pièces à sa compagne et que j'ai rencontrée. Et maintenant, on s'envoie des lettres par mail. Voilà, une relation épistolaire contemporaine pour parfois se partager des articles sur les sujets de la mer, ou typiquement, là, je lui enverrai le podcast parce que je parle de lui et que je sais que ça va lui faire plaisir. Je pense que je me nourris énormément de l'histoire de la Méditerranée. Donc, c'est pas forcément que Marseille. Évidemment, pour l'histoire de Gyptis et Protis, c'est très marseillais. Mais l'idée, c'est plutôt de me projeter dans l'idée d'un peuple, justement, de la mer, peut-être
un peuple pour la collection Cora qui va être un peu plus guerrier et d'imaginer l'usage ou les coutumes qu'ils auraient avec les bijoux. Et donc, je m'inspire énormément de l'Antiquité, de l'histoire archéologique du bassin méditerranéen. Et puis après, il y a toute une part juste d'invention de ce que moi je projette, quels seraient les usages pour cette époque. Est-ce que, typiquement en ce moment, j'aimerais réfléchir à qu'est-ce qui se passe quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on lui offre. Et donc, je vais évidemment penser au timbal et revenir sur toute l'histoire de la tradition du bijou qu'on offre aux enfants, pour avoir un socle de connaissances. Et puis ensuite, moi, je vais le réinterpréter pour essayer de projeter justement ces nouveaux usages, quoi. Est-ce que Mermer pourrait se développer ailleurs qu'à Marseille ? C'est un peu une ambiguïté que j'ai, puisque je suis personnellement très attachée à Marseille. Donc évidemment, je pense que ça se joue dans mon travail et dans mes inspirations. Mais je me rends compte que finalement, l'univers méditerranéen, c'est quelque chose d'assez transversal et qui peut être partagé par beaucoup de gens. Et donc, ça pourrait continuer d'exister ailleurs. Et je pense que ça parlerait tout autant à une personne qui est en Tunisie ou une personne qui serait en Grèce, puisque finalement, on a un terrain commun créatif et un univers, un alphabet visuel qui peut parler à beaucoup de gens, ou au moins aux gens qui aiment et qui sont proches de la mer. Est-ce que tu peux me parler d'un projet que tu as en ce moment ? En octobre de l'année dernière, j'ai créé la bague d'Elphys avec les perles. Donc ça fait un moment que je veux travailler sur la perle, évidemment. Et je savais pas trop comment l'introduire. Et je pense du fait de la maternité, de toute cette réflexion sur ce que ça veut dire de porter un enfant ou cette gestation, le mot est pas très élégant, mais ça m'a fait penser, ça m'a fait réfléchir, et j'ai appris que les hippocampes, par exemple, étaient des animaux qui avaient la capacité de porter, donc que ce soit mâle ou femelle. Donc c'est des animaux qui aussi, si je me trompe pas, que je dise pas de bêtises, mais peuvent changer de sexe au cours de leur vie. Et le mâle peut porter les œufs autant que la femelle. Donc il y a une espèce de répartition des tâches que j'ai trouvée hyper intéressante. Et donc je suis en train de dessiner beaucoup d'hippocampes en ce moment. On verra ce que ça donne, mais c'est un terrain fertile de créativité en ce moment, parce que justement avec ce ventre arrondi, cette perle et tout ces nouveaux modes de parentalité, puisque c'est justement toujours ce pont que j'essaye de faire entre nous et la mer, et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. J'ai trouvé que l'hippocampe était un sujet très intéressant. Est-ce que tu peux décrire le lieu dans lequel tu travailles ? Donc, je travaille dans un atelier boutique aujourd'hui. Une partie, ce sont des établis. Donc là, on a tous mes outils que j'ai récupérés depuis le début. Donc, c'est un mélange d'outils qui sont neufs et de choses que qu'on m'a donné, parce que j'ai rencontré pas mal d'artisans quand j'ai commencé ma formation à Marseille. Et surtout, en fait, des personnes qui allaient partir à la retraite ou qui étaient en fin de vie professionnelle, qui m'ont transmis de l'outillage. Donc ça, c'est super, parce que j'ai des choses qui ont une âme aussi, et des choses neuves. Et ensuite, derrière nous, il y a un meuble, justement, vitrine, qui est un meuble de menuisier que m'a transmis un artisan marseillais avant de partir à la retraite, qui est magnifique, que j'adore, qui est parfaitement conservé. J'ai rien fait, rien touché, et je trouve qu'il fonctionne très bien aussi avec mon univers. C'est un endroit où les Marseillais et Marseillaises peuvent venir voir tes créations ? Oui, c'est ça. Donc pour venir découvrir les bijoux, c'est sur rendez-vous. Donc il suffit de m'écrire sur Instagram ou par mail à travers le site internet, et on se rencontre pour essayer, discuter. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps et d'avoir un moment privilégié. Donc on est rue Sainte. Je mettrai les informations dans la description de l'épisode. Est-ce que Marseille nourrit ta créativité, et si oui, comment ? Marseille, oui, nourrit ma créativité.
Je pense que je suis surtout très reconnaissante de pouvoir habiter ici et que aujourd'hui je me verrais pas vivre ailleurs. Le fait d'être proche de la mer, que ce soit une ville portuaire et que ça permette aussi tous ces échanges culturels sans sortir de Marseille. Et je trouve qu'on peut beaucoup voyager, qu'on peut rencontrer plein de cuisines, plein de cultures, des gens différents. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est hyper important, puisque mon univers est nourri de mélanges et d'influences. Donc Marseille est, oui, au cœur de ma créativité. Est-ce qu'il y a des similitudes que tu vois entre Santiago du Chili ou le Chili en général et Marseille? Alors moi, j'ai ressenti cette même émulation créative entre Santiago et Marseille. Je pense évidemment qu'on est plus chanceux à Marseille en termes de diffusion culturelle et d'implication peut-être Enfin, on a plus de moyens évidemment, mais il y a tout ce terreau de créatifs et de personnes qui font des choses. Et c'est ce qui m'avait beaucoup plu à Santiago et c'est ce que j'ai retrouvé en fait à Marseille. Dans la démarche aussi, dans la manière de faire, donc assez collaborative justement, où à faire des ponts entre différentes pratiques, où il va y avoir des associations. Je pense que le manque d'implication de certaines formes d'organismes, États ou régions, crée aussi cette manière en fait de s'organiser. Donc c'est quelque chose de positif et quelque chose de négatif à la fois, parce que évidemment on manque de moyens, évidemment on manque de financement, évidemment c'est dommage qu'il n'y ait pas comme dans la ville de Paris des espaces où on peut avoir une forme de mécénat sur des ateliers ou sur des concours, des choses comme ça. Et en même temps, le manque de ça crée une nouvelle manière de faire, puisque les gens vont s'organiser et du fait de la débrouille vont créer des choses qui sont nouvelles et qui sont différentes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé à Santiago quand j'étais au Chili. Je trouve que c'est quelque chose qui décomplexe aussi, puisque finalement, il n'y a pas de bonne manière de faire, puisqu'il n'y a pas de manière de faire. Il faut juste tout inventer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez stimulant. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent particulièrement ? Alors, je sais pas si j'aurais des figures particulières, mais je pense que j'ai mentalisé des genres de clichés dans ma tête. Donc, pour moi, il y a la maman marseillaise qui va être un peu bourgeoise. J'ai ce personnage-là qui me parle beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, il y a toujours eu des tendances très fortes de bijoux. Et à un moment, il y avait le semainier. Donc, le semainier, c'était 7 bracelets clinquant, avec beaucoup de breloques. Et donc, en fait, quand on nous amenait à l'école et que les bras tournaient sur le volant, ça faisait plein de bruit. Et donc, cette femme-là, qui fait du bruit, qui a pas peur de déranger, qui a pas peur d'être vue, qui a pas peur qu'on la regarde, qui a pas peur de dire ce qu'elle pense, eh ben, je trouve qu'elle est hyper inspirante. Et puis après, il y a aussi le Marseillais, quoi, ce monsieur qui parle fort aussi, et qui est hyper chaleureux et parfois brut de décoffrage, donc très transparent, très honnête, très droit. J'ai plein de personnages comme ça que je me suis créés dans ma tête, que j'utilise aussi dans ma création, puisque c'est vers eux ou c'est pour eux aussi que j'imagine les pièces. Quelles sont tes petites habitudes du quotidien ? Alors, moi, j'aime beaucoup faire du scooter. Je fais partie des gens qui ne font plus de bruit, parce que maintenant, j'ai un scooter électrique. Mais avant, j'avais des motos et des scooters qui faisaient beaucoup de bruit, désolée. Mais j'adore être en 2 roues. C'est un sentiment de liberté incroyable. Et honnêtement, je trouve que Marseille, c'est un enfer si on n'est pas en 2 roues. Mais quand on est en 2 roues, c'est génial. J'adore prendre des chemins de traverse, en fait, avec mon scooter. Je rentre pas forcément toujours par le même endroit et en particulier le chemin sous Notre-Dame-de-la-Garde entre les arbres. Je trouve ça génial d'avoir cette bulle verte en plein milieu du centre-ville. Je trouve ça trop bien aussi de monter sur la colline de Perrier et de redescendre avec tous ces virages à fond en scooter. Et la corniche, évidemment, en bord de mer, c'est un plaisir, quoi. Est-ce qu'il y a des endroits où tu te rends pour t'inspirer ? Honnêtement, je vais pas sortir des sentiers battus en disant la nature, mais effectivement, le bord de mer à Marseille, c'est incroyable. Moi, je travaille aussi pas mal avec des ormeaux, des coquillages, des choses que je vais récupérer, glaner dans la mer.
et au Bain des Dames, qui est donc une plage à côté de la Pointe Rouge, du port de la Pointe Rouge. Il y a pas mal d'ormeaux et donc j'avoue que c'est un endroit que j'aime beaucoup et où je vais beaucoup me baigner pour les trouver. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce qui te rend fier à Marseille ? Les gens. Moi, j'aime bien les gens. J'aime bien les Marseillais. Je sais que, en général, c'est une ville qu'on aime ou qu'on déteste. Et moi, je l'adore. J'adore les Marseillais. J'adore leur caractère. J'ai moi-même un caractère qui est sûrement pas facile. Donc, je me sens bien ici. Je trouve que, ouais, il y a une honnêteté, un sentiment de brut de décoffrage qui me plaît bien. Qu'est-ce qui te révolte, au contraire ? Et ce qui va me révolter, c'est le côté, malheureusement, parfois, propreté. Alors, on a deux choses. On a le Mistral qui, quand il fait des siennes, va vider toutes nos poubelles et renverser tous nos déchets. Et puis, il y a aussi, malheureusement, des gens qui font pas attention. Et c'est dommage parce qu'on a tellement de chance d'avoir cette nature à portée de main et on est tellement privilégiés. Je trouve que ça va dans le bon sens, en tout cas, pour être là depuis longtemps. On va faire ton portrait marseillais. Si tu étais un son ? Le son des scooters, hein. On va pas se mentir, on l'entend beaucoup à Marseille. Mais bon, j'en fais partie, donc je vais pas m'en plaindre. Si tu étais une odeur ? Et pour moi, c'est le four des navettes. Je travaille rue Sainte, la fleur d'oranger, c'est délicieux. Et la navette, j'adore ça. Et si tu étais un goût ? Écoute, je vais me répéter, mais la fleur d'oranger, ouais. Comment tu décris Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici ? Je lui dirais de faire attention, de pas aller là où c'est évident. L'évidence à Marseille, en général, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux prendre conseil, demander justement si on va prendre un café, au gars du café, dans quel resto ce serait sympa d'aller déjeuner. Parce que tout ce qui va être évident va pas forcément être super sympa, alors qu'il y a plein d'endroits cachés, plein de petites recommandations qui sont sympas. Et oui, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur les locaux pour avoir une expérience qualitative à Marseille. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais ? Je regretterais la mer et les gens. La mer et les gens. En fait, quand je suis arrivée à Marseille quand j'avais 9 ans, je crois que c'est comme si on avait mis la lumière sur ma vie et que il y avait plus toute l'année et les vacances. Il y a les vacances toute l'année. Et ça, c'est quand même fou. Est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui nous écoutent ? Déjà, merci pour l'invitation et pour ton travail, parce que tous les podcasts que j'ai écoutés sont très cool et il y a énormément de gens qui font des choses trop cool à Marseille. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, continuez, de soutenir ce genre de projet alternatif. Les personnes qui créent à Marseille, puisqu'on a un terreau très fertile d'artisans, d'artistes, d'entrepreneurs. Donc, on a beaucoup de chance et tout ça vit aussi grâce aux gens qui écoutent et qui consomment. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur la coopération et comment ça va nous sauver. Et du coup, j'ai envie d'ajouter une nouvelle question à Marseille Créative qui est comment les personnes qui nous écoutent ou les autres personnes de la communauté culturelle et artistique de Marseille pourraient t'aider ? De quoi tu aurais besoin ? Honnêtement, je me sens déjà pas mal aidée. J'ai eu pas mal de collaborations ou de soutien d'autres créateurs. Mais alors, du coup, je profite de ce micro pour faire passer ce message. Si vous avez besoin, parfois, pour des événements, des photos, de porter des bijoux et que vous voulez que je vous prête des pièces pour justement faire le lien entre mon travail et ce que vous faites, c'est avec plaisir, parce que je l'ai déjà fait, mais parfois les gens osent pas demander et je trouve que c'est trop cool de voir mes bijoux portés sur des gens que je trouve inspirants, donc c'est quelque chose que je fais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts.
D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!